en cette journée parce qu'on le sait qu'à la DPJ, il y a des abus. Avec la loi 15 qui est maintenant en vigueur, ça touche tous les enfants du Québec. Il faut qu'on se lève parce que c'est tous nos enfants. C'est nos adultes de demain. Et ces enfants sont traumatisés par la DPJ. Des familles déchirées. Donc, merci d'être là pour eux aujourd'hui, en leur nom. Merci beaucoup. OK, ça me fait plaisir, madame. Pour les parents éveillés, madame, aussi. Pour que les parents soient éveillés aussi. Oui, exactement. Il faut que les parents soient sensibilisés, éveillés, parce que ça peut arriver à n'importe qui que la DPJ cogne chez eux. Oui. Moi, je vous le dis. Maintenant, avec la loi 15, il faut que les parents s'éveillent et prennent conscience. Puis si les parents ont besoin d'aide, madame, il y a des téléphones aujourd'hui. Oui. Au secours, j'ai besoin d'aide. Fait que les parents, ils doivent se démerder, parler, communiquer. Exactement. D'aide, on va arriver, nous. On est une gang, on peut aider les parents pour empêcher que les enfants soient séquestrés dans des familles où ils sont barouettés. Ça, c'est non. Comprenez-vous, là? Vous avez bien raison, madame. Merci. Ça prend un village pour élever un enfant, comme on dit. Oui. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le village est là. Exactement. OK. Les vrais guerriers sont là. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Oui. Merci. Donc, j'aimerais accueillir mon premier invité, mon premier orateur. Ça me fait très plaisir de le rencontrer. Ça me fait très plaisir qu'il ait accepté mon invitation. Un homme qui s'est battu depuis plus de 10 ans pour la DPJ, qui connaît le dossier sur le bout de ses doigts. Je vais appeler Mario Roy. Ouais! Mario! Bien, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour être venus ici pour dénoncer les abus qu'il y a avec la protection de la jeunesse, le Parlement. Qu'est-ce qu'ils font, la loi C15 qui était votée pour nous enlever les droits parentaux. On m'a demandé de venir ici pour vous partager un petit peu mon expérience avec la protection de la jeunesse. Je vais essayer de faire ça bref, mais vous expliquer un petit peu mon cheminement parce que concernant la protection de la jeunesse, j'ai une bonne expertise de fait sur eux. Avant 2010, je ne connaissais rien de ce qui était de la protection de la jeunesse, à part avoir été intervenant en thérapie et que deux individus avaient des problèmes avec le DPJ qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop. 2010, j'ai reçu un téléphone de la protection de la jeunesse que ma fille aînée avait été abusée sexuellement par le chum à sa mère. 3 jours après, la journée même que je l'ai su, je suis parti avec mon enfant. J'étais déjà en processus pour demander sa garde pleine. J'avais une carte partagée. Et 3 jours après, j'ai reçu un téléphone comme quoi je ne pouvais plus approcher mes enfants, que j'étais rendu un danger public, que je voulais tuer mes enfants puis me suicider. Je venais de l'apprendre. Puis c'était sur des propos inventés, qu'ils ont remis le pédophile avec mon enfant, malgré un rapport sexologique qui prouvait sa pédophilie malgré ses aveux. Et au lieu d'aller tuer le pédophile avec la rage que j'avais, je l'ai canalisé pour lâcher mon travail et aller étudier le droit autodidacte pendant 2 ans dans des bibliothèques. Bravo! Après 3 ans, j'ai fait ma première requête devant le tribunal et aidé du psychiatre Pierre Mailloux pour prouver que j'étais sain d'esprit parce qu'ils ont essayé de me faire passer pour un malade mental. J'ai pu récupérer, de façon de parler, mes droits d'accès. Malgré que ma fille avait vécu l'aliénation parentale et elle avait tout d'un coup peur de moi. Ça fait que j'ai réussi à faire sortir le pédophile après 3 ans de débat. 2015, il y a des gens qui... 2014, la première personne qui m'a demandé de l'aide pour l'aider dans un dossier protection de la jeunesse a bénéficié d'un arrêt de procédure. C'est une femme qui avait fait 54 jours de prison pour un rail. Et en décembre 2015, j'ai décidé officiellement de partir un organisme d'enquête sur la protection de la jeunesse qui s'appelait l'Unité citoyenne. À l'époque, c'était le Centre d'entraide familiale Unité, qui est devenu l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Mon cheminement, m'a permis d'étudier 128 dossiers familiales dans lesquels je peux confirmer qu'il y a qu'un réseau d'enlèvement d'enfants. Ça m'a conduit à être impliqué dans le dossier de la petite fille de Granby. L'enfant martyr, la famille m'a donné tout le dossier pour faire accuser les travailleurs sociaux et les avocats criminels. Le barreau du Québec n'ont pas aimé.
Ils ont fait plusieurs enquêtes sur moi. Ils ont essayé de dire que je faisais des actes réservés aux avocats. Parce que la technique juridique, il ne faut pas être membre du Barreau du Québec pour en faire. Et faire un document judiciaire n'est pas... il ne faut pas être obligé d'être membre du Barreau du Québec. J'ai même des audios avec une avocate renommée qui je suis le conseil d'administration du Barreau de Montréal, qui me confirme officiellement qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants. Quand j'ai mis ça public sur une vidéo live, à l'époque, il y avait 10 à 15 000 personnes qui regardaient, qui suivaient mes dénonciations, mais des fois, c'était vu jusqu'à 100 000 personnes. Puis une journée, j'ai été mis en état d'arrestation. On m'a incarcéré pendant 121 jours en prison. C'est la première fois de ma vie que j'ai été obligé, depuis 2010, à reprendre un avocat parce qu'on cachait les audios pour que je demande une révision de caution. On m'empêchait de sortir. Et j'ai eu un avocat, Clemente Monterosso, qui était l'avocat de la famille Risuto. C'était le seul qui a voulu prendre mon dossier. Il a travaillé au bureau du procureur général du Québec. Il voulait que je signe des documents, que tous les membres de mon organisme ferment leurs réseaux sociaux à vie, que je plaide coupable pour 18 mois de prison. Et en échange, j'avais des investisseurs d'un ordre financier assez important pour que j'aille une cidrerie au Verger où que je travaille, que je travaillais plutôt. Et j'ai renoncé à ça, je l'ai congédié. Je suis sorti de prison 30 jours après par moi-même. En faisant moi-même les requêtes, j'ai gagné mon procès. J'ai été acquitté par le jury parce que je n'ai aucune confiance en les juges du Québec, à part quelques-uns. Mais quand on a des procès, qu'on essaie de nous mettre en prison, il faut demander que ce soit le peuple qui nous juge. Et le peuple m'a acquitté parce que j'ai suffisamment de preuves qui ont été dénoncées. Dans le procès devant le jury, ils ont vu la corruption du bâtonnier de Montréal, Claude Leduc. Présentement, je suis encore en procédure judiciaire contre eux parce qu'ils m'ont ils ont obtenu en 2018 une injonction permanente d'1 an pour que je n'aide plus des familles au Québec parce que mon organisme était sérieux. On avait psychologues, psychiatres qui travaillaient conjointement avec nous autres, sans être affiliés à l'organisme, mais qu'on pouvait référer pour des rapports médicaux, des contre-expertises. Bref, j'ai un procès que là, ils veulent me mettre une injonction à vie. J'ai monté le plus haut que je pouvais pour dénoncer ce que les parents dénoncent depuis des années. J'ai pu mettre à terme, pas à terme, mais j'ai pu dévoiler des réseaux de prostitution juvénile qui touchent les jeunes aux prises avec le DPJ. Il y a même un directeur qui est plus directeur des centres jeunesse, qui était avec les personnes âgées à Joliette, que j'ai eu communication avec sa jeune prostituée de choix. C'est incroyable ce qui se passe. Le gouvernement veut fermer tout ce qui se lève contre la protection de la jeunesse. Et aujourd'hui, on est un bel exemple. On est fort peu nombreux comparativement à ce qui se vend que 38 000 signalements par année. Comment se fait-il qu'on n'a pas 19 000 par an? T'sais? Comment ça qu'on n'est pas 19 000? Puis là, c'est à chaque année qu'ils se vendent de ça. C'est triste, mais la plupart se font menacer que s'ils prennent part à une manifestation de ça, ils n'ont plus le droit de visite supervisée. Il y a des gens qui ont même fait croire qu'il y aurait des antifas aujourd'hui. Pourtant, j'ai aidé des familles antifascistes. Là, présentement, je vous montre une veste. Il y en a qui m'ont dit, il se prend-tu pour un motard? Juste pour vous dire jusqu'à où ça va, le ministère de la Justice et de la corruption. Dans le temps de la pandémie, on m'a essayé de mettre une étiquette de leader anti-masque parce que j'ai organisé des parties chez nous, j'ai organisé des manifestations, j'ai participé à des équipes de sécurité. Je ne suis pas un leader anti-masque de quoi que ce soit, je dirige un organisme d'enquête sur la protection de la jeunesse. J'ai juste fait valoir mon point de vue. Et quand on m'a mis en prison, j'avais fait une vidéo pour rire un petit peu de Tristan Péloquin de la presse disant que j'avais une tuque sur la tête. Et je disais que j'étais président de Carlsberg Sapporo Guinness, une équipe de vrais brasseurs. Et la couronne a été dire que j'étais membre d'un groupe criminel, les Carlsberg Sapporo, que j'étais un vrai brasseur. J'étais non seulement dangereux pour le système de justice, mais pour la sécurité publique. Donc, il y a eu, dans le temps du militantisme, la veste des farfadets. Mais les médias étaient au courant de ça, mais ils ne l'ont jamais dit publiquement. Parce qu'on a tout un crest Carlsberg Sapporo. C'était la veste créée du Carlsberg Sapporo. Le doigt d'honneur qu'il y avait à l'époque dans le dos, c'était un fuck you au système de justice, mais un fuck you à l'ego et de la corruption. Je l'ai fait modifier, comme quoi que le barreau du Québec, c'est ce que j'en pense. Parce que la réalité, qui sont les responsables? Et je l'affirme encore aujourd'hui, et j'espère que ça va se rendre au barreau du Québec. Les personnes responsables du réseau d'enlèvement d'enfants qui circulent au Québec, tous les abus procéduraux qui se passent en chambre de la jeunesse sont tous faits sous le couvert du huis clos pour une raison. Pas pour protéger la sécurité des enfants, mais pour protéger les crimes commis pour les avocats membres du barreau du Québec. J'ai fourni en preuve des audios
avec des familles, des enregistrements qu'on avait même en caméra cachée dans les bureaux des centres jeunesse et on avait des preuves de parjure. Un parjure au code criminel, c'est passible de 14 ans de prison. Et c'est les avocats qui refusent de déposer les preuves et c'est les avocats qui déposent les fausses preuves. Que tout est orchestré par le barreau du Québec. Ce n'est pas, la réalité, ce n'est pas en manifestant ici qu'on va changer quelque chose, mais c'est quand il y a des procès majeurs qui se passent, qui dénoncent la corruption. J'ai un procès civil qui s'en vient, le procureur général du Québec est impliqué là-dedans. Et toute la preuve qu'ils ont, eux, contre moi, c'est environ 140 documents de vidéos que j'ai faits dans le passé qui dénonçaient tout ça, qui dénonçaient la corruption du barreau. Le procès Jeune Gestion, le 7, qui s'en vient le 7 juin, au Palais de justice de Montréal. Je vous invite fort nombreux, puis surtout à la date de procès, je vais la publier, mais ça va être important. J'ai sacrifié ma vie pour la cause. Je ne vous demande pas de m'appuyer moi, mais de vous indigner contre la cause. Parce que je vais encore révéler dans un procès, sauf là, ça va être en cause supérieure, ça ne sera pas devant le jury. Mais le procureur général du Québec va être là et je vais tout mettre la preuve. La preuve implique même des gros noms qui ont fait des plaintes contre moi puis qui ont été que j'ai été acquitté, dont Anne-France Goldwater. Il y a des gros noms là-dedans qui sont impliqués dans le réseau de prostitution juvénile. Il y a des gros noms qui sont impliqués dans la désinformation. Il y a des médias qui sont impliqués qui ne veulent même pas venir voir les preuves que j'ai eues. Ça fait que tout ce que je vous dis, c'est garder espoir, mais quand c'est le temps de se lever, faites comme aujourd'hui, levez-vous. Écoutez, il y a des gens qui vont prendre la relève. Moi, je me retire de ça parce que j'ai plus la force, j'ai plus les moyens financiers. Mes enfants, quand j'ai été incarcéré, m'ont demandé de penser à moi. C'est ce que j'ai décidé de faire. Il est temps que je me retire parce que les familles qu'on aide ne sont jamais là, rendues quand on est dans le tribunal, puis je finirai pas mes jours en prison, c'est pas vrai. Ça fait que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont prendre la relève, qui vont faire plus intelligemment que moi. J'ai fait des choix, des fois, de me joindre à des groupes identitaires comme la Meurthe, Storm Alliance, mais c'était pas parce que, comme les médias disent qu'on est des racistes, c'est faux, c'était pour saisir des militants. Parce que les parents, ceux qui dénoncent le DPJ, ne peuvent pas le faire. Donc, c'est le même que j'ai réussi à avoir une certaine connaissance de des gens, puis que les gens commencent à me connaître, et à un moment donné, ça a débloqué. Au point tel que le système de justice a eu peur quand j'ai été incarcéré, parce qu'il y a eu une manifestation faite à Bordeaux, puis en l'espace de 3 semaines, les gens ont avec la vente des vestes, ils ont pu me remettre 23 000 pour me battre contre le système. Eux autres sont une machine qui ont des fonds illimités. Les parents qui dénoncent le savent, puis nous autres, on a des fonds très limités comparativement à eux. Donc, ce que je vous demande, c'est de garder la foi, rester dans le bon chemin pour vos enfants. Les grands-parents, ben, vous avez des droits aussi, vous avez le droit d'avoir, il y a des jugements qui existent, des jurisprudences, que vous avez le droit d'avoir vos petits-enfants une fin de semaine par mois avec vous. C'est juste, je vous dis, j'espère qu'il y a des avocats qui vont se réveiller puis qui vont vraiment faire à un moment donné leur devoir. C'est de respecter les droits de leurs clients, surtout les avocats qui représentent les enfants, parce qu'ils parlent au nom des enfants sans les avoir jamais rencontrés. Bien souvent, c'est ce qui arrive. Donc, je vous demande de garder la foi puis de le faire pacifiquement. C'est pas en commettant des crimes que vous allez montrer que vous êtes des bons parents, mais c'est en vous tenant debout et en restant pacifique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mario. Donc,